Donc aujourd'hui, nous allons voir la glycolyse en détail. Donc la glycolyse, il faut se souvenir que c'est 10 réactions enzymatiques très importantes. C'est des réactions qui, à partir d'une molécule de glucose, je vais aboutir à 2 molécules de pyruvate. J'aurai aussi produit 2 ATP. Donc le bilan énergétique net, c'est 2 ATP. Et j'aurai aussi produit 2 NADH H+, qui sont des transporteurs réduits qui seront par la suite convertis en ATP lors de la phosphorylation oxydative lors de la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc on commence par ces réactions de la glycolyse. Donc étant donné que ma réaction s'appelle la glycolyse, donc je vais lyser le glucose. Mais je ne peux pas le lier ou le lyser directement, je ne peux pas le détruire directement, parce que le glucose, on a dit, c'est un ose. Et les oses, ils sont non hydrolysables. Donc ils doivent subir plusieurs réactions de transformation afin qu'ils puissent être détruits. Donc la première réaction, je vais entrer par une molécule de glucose, je vais le convertir en un glucose 6-phosphate. Donc ça, c'est la première des choses. Je passe du glucose au glucose 6-phosphate. Cette réaction se fait, c'est une réaction de phosphorylation, parce que j'ai un phosphate qui vient se coller à mon glucose. Donc ce sera nécessairement une réaction de phosphorylation. Et donc, il me faut un phosphate. Pour avoir ce phosphate, je vais devoir hydrolyser une molécule d'ATP. Donc je vais devoir consommer une molécule d'ATP. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. J'aurai une molécule d'ATP qui sera consommée pour être convertie en ATP, plus le phosphate inorganique qui sera collé ici à ma molécule de glucose. L'enzyme qui catalyse cette réaction, elle s'appelle hexokinase. Ou alors, je peux aussi avoir glucokinase. La différence entre ces deux enzymes, c'est une information cruciale, c'est celle-là. Donc, vous devez savoir que dans la différence entre glucokinase et hexokinase, pour la comprendre, il faut avoir des prérequis en enzymologie. Donc, on va venir retrouver des enzymes qui ont une spécificité large vis-à-vis du substrat et d'autres qui ont une spécificité absolue vis-à-vis du substrat. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. كنقصد بهاد spécificité large et spécificité absolue. Hexokinase, lorsque je dis kinase, c'est quoi? C'est phosphorylation. Et c'est ce qui s'est passé ici. Je suis passé du glucose au glucose 6-phosphate. Donc j'ai phosphorylé mon glucose. Toute réaction de phosphorylation implique une enzyme qui finit par kinase. Et ceci, de départ, c'est qu'est-ce qu'elle va me phosphoryler. Lorsque je dis hexokinase, donc elle va me phosphoryler n'importe quel ose acide carbone. Le glucose, c'est un ose acide carbone. Le fructose, c'est aussi un ose acide carbone. Donc hexokinase peut aussi me phosphoryler le fructose. Mais lorsque je dis glucokinase, cette enzyme n'est capable de phosphoryler uniquement le glucose et rien d'autre. Donc c'est pour ça qu'on dit que ces deux enzymes peuvent participer. L'exokinase peut participer parce qu'elle a la capacité de phosphoryler n'importe quel ose acide carbone, mais aussi le glucokinase peut participer parce que si j'ai un glucose, il peut me le phosphoryler. C'est pour ça que je vous ai dit au début spécificité large ou spécificité absolue. On dit que l'exokinase elle a une spécificité large vis-à-vis de mon substrat qui est le glucose. Par contre, le glucokinase, il a une spécificité absolue, mais qui a rire le glucose. Donc voilà, ça c'est la première information à connaître et à savoir. Deuxième information à connaître. Exokinase, glucokinase, où on va les retrouver? Étant donné que l'exokinase, il peut me phosphoryler n'importe quel ose acide carbone, donc je peux le trouver un peu partout dans mon organisme, que ce soit dans les reins, que ce soit dans le cerveau, que ce soit dans la vésicule biliaire, que ce soit au niveau du foie, que ce soit au niveau du pancréas, donc je vais le trouver partout. Le retrouver partout, il a un nom en biochimie, on dit qu'il est ubiquitaire. On le retrouve partout, ça signifie qu'il est ubiquitaire. Glucokinase, non. Glucokinase, on ne peut le retrouver que là où il y a du glucose, que là où le glucose est stocké. Et donc, on peut le retrouver au niveau du foie et au niveau du pancréas. Plus précisément dans le pancréas,
dans les cellules bêta des îlots de Langerhans. Donc voilà. Une troisième information importante euh, à propos de ces enzymes-là, c'est que même si le glucokinase ne connaît que le glucose, mais il a une affinité faible par rapport au glucose. Mais quelle force si on veut. Par contre, l'exokinase, le glucose. Même si il a une spécificité large vis-à-vis de n'importe quelle ose, ou son chouchou, son préféré, ça va rester le glucose. Et donc il aura une très grande, il aura une très grande affinité par rapport au glucose. Donc voilà. Et on sait que, moi, il m'a tiré à l'enzymologie, qu'il y a la notion qui s'appelle KM. KM, c'est 1 sur l'affinité. Donc si l'affinité est grande, le Km est petit. Si l'affinité est petite, le Km est grande. Donc voilà, maintenant je vais vous les détails de l'enzymologie. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la première réaction de la glycolyse, c'est la transformation du glucose en glucose 6-phosphate par l'intermédiaire de l'une de ces deux enzymes, soit exokinase, soit glucokinase en fonction de l'endroit où je suis. J'ai une consommation d'ATP et ma réaction, elle est irréversible. Vous devez noter une chose qui prouve à partir de maintenant, n'importe quelle réaction de consommation d'ATP est une réaction irréversible. J'ai dit consommation et non production, parce que la production d'ATP, elle peut être soit réversible, soit irréversible. Donc voilà, ça c'est la première réaction. La deuxième réaction, j'ai mon glucose 6-phosphate, eh bien, ce n'est pas lui qui va devoir réagir. Le glucose 6-phosphate, c'est un aldose, alors que moi, il me faut un cétose. Quelle cétose? Ce sera le fructose 6-phosphate. Donc là, j'ai une isomération. Je passe d'un aldose à 6 carbone avec un phosphate à un cétose à 6 carbone avec un phosphate. C'est une réaction d'isomération, donc elle va impliquer une enzyme d'isomération. L'enzyme d'isomération qui entre ici, c'est quoi? Je vous la donne. C'est le glucose 6-phosphate isomérase. Les réactions d'isomération, ce sont des réactions réversibles et ce sont des réactions qui ne nécessitent pas d'ATP, étant donné que je n'ai rien phosphorylé. Très bien. Donc ça, c'est ma deuxième réaction. On a dit qu'elle est réversible, qu'elle fait transformer mon glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate. Donc ma troisième réaction, à partir de ce fructose 6-phosphate, je vais devoir le transformer, je vais devoir le rephosphoryler une deuxième fois. Cette deuxième phosphorylation, étant donné que je phosphoryle une deuxième fois, c'est-à-dire que je vais coller un groupement phosphate à ma molécule une deuxième fois, il me faut une consommation d'ATP, logiquement. Donc je vais consommer une molécule d'ATP. Lorsque je dis consommer une molécule d'ATP, je dis que ma réaction, elle sera irréversible. Très bien. L'enzyme qui fait ceci, elle s'appelle phosphofructokinase 1. Pourquoi 1? Parce qu'il y aura une autre enzyme qui s'appelle phosphofructokinase 2. Donc nous, pour faire simple, on va l'appeler PFK1. On a dit que c'est une réaction irréversible. Et mon produit, il va être appelé le fructose 1,6-biphosphate. C'est-à-dire que j'ai ma molécule de fructose qui est ici. Le premier groupement phosphate sera lié au carbone 1, le deuxième groupement phosphate sera lié au carbone 2. Pourquoi je fais ça? Je vais vous dire pourquoi je le fais. Tout d'abord, au départ, je suis passé du glucose au glucose 6-phosphate. Parce que le glucose, une fois qu'il entre dans la cellule, il peut ressortir. Parce que il a cette capacité-là de ressortir. Et donc, pour l'empêcher de sortir, il faut absolument le phosphoryler en glucose 6-phosphate. Parce que les transporteurs qu'il y a au niveau de la membrane plasmique reconnaissent uniquement le glucose et non le glucose 6-phosphate. D'où l'importance de cette transformation. Un deuxième argument pourquoi le glucose est transformé en glucose 6-phosphate, c'est que le glucose 6-phosphate n'a pas de pouvoir osmotique. Donc je peux faire entrer n'importe quelle quantité de glucose 6-phosphate sans possibilité d'éclatement de ma cellule. Donc voici deux arguments. Pourquoi maintenant je passe du fructose 6-phosphate en fructose 1,6-biphosphate? Parce que comme je vous ai dit au départ, eh bien j'aurai à partir d'une molécule de glucose, deux molécules de pyruvate.
Donc à un moment donné, après plusieurs transformations, il faudra bien scinder ma molécule en deux. Et si je dois scinder ma molécule en deux, par exemple, comme ça, eh bien ce ne sera pas logique d'avoir un côté avec un phosphate et l'autre côté sans phosphate. C'est pour cette raison-là qu'on vient et qu'il y aura une deuxième réaction de phosphorylation afin d'avoir un genre de symétrie. Donc voilà. Donc là, j'ai mon fructose en 6 biphosphate. Oups, pardon, je m'excuse. Donc là, j'ai mon fructose en 6 biphosphate. Comme je vous ai dit, maintenant, il va falloir le diviser en deux. L'enzyme qui intervient, ce sont des liases. Les liases, elles ont la possibilité de couper les molécules en deux. Donc, ma première moitié, elle va me former du glycéraldéhyde 3-phosphate. Le glycéraldéhyde, vous le connaissez, c'est le précurseur de tous les aldoses. Il a cette structure COH, COH, H et CH2OH. Et donc ça c'est le carbone 1, ça c'est le carbone 2, ça c'est le carbone 3. Étant donné que je dis glycéraldéhyde 3-phosphate, donc mon carbone 3 sera lié à un groupement phosphate. Voilà. Et plus précisément, ça va me donner du déglycéraldéhyde 3-phosphate et non un L. Mais ça, c'est un détail inutile. Donc voilà. Mais il faut savoir que ce fructose-là, il n'est pas... comment dire? Ce fructose n'est pas symétrique, il est asymétrique. Donc lorsque je vais diviser ma molécule en deux, je ne vais pas obtenir le glycéraldéhyde des deux côtés. D'un côté, je vais obtenir le glycéraldéhyde 3-phosphate, et de l'autre côté, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir le dihydroxyacétone phosphate. Et le dihydroxyacétone, vous le connaissez aussi. Ce n'est pas le précurseur de tous les cétoses, parce qu'il n'a pas de carbone asymétrique, mais c'est le plus petit de tous les cétoses. C'est un cétose à uniquement 3 carbones. Donc sa molécule, c'est celle-là, CH2OH, C doublement lié avec O, et CH2OH. Donc voilà, là j'ai 3 carbones. Et pourquoi j'ai dit dihydroxyacétone phosphate? Et je n'ai pas précisé si c'est le carbone 1 ou si c'est le carbone 2, parce que c'est une molécule qui est symétrique. Donc, que ce soit celui-là le carbone 1 ou celui-là le carbone 3, ça ne change rien. De toute façon, le phosphate sera lié à l'un des carbones. Donc, on n'a pas besoin de préciser. Donc, voilà. Mais le dihydroxyacétone phosphate ne peut pas continuer. Il doit nécessairement se transformer en glycéraldéhyde. Et donc, il va subir une réaction d'isomération pour se transformer en glycéraldéhyde 3-phosphate. Et donc, c'est une réaction d'isomération. Je vous ai dit tout à l'heure que les réactions d'isomération, ce sont des réactions qui sont réversibles. Et donc, ça va me faire intervenir quelle enzyme? Ça va me faire intervenir une enzyme qui va transformer les trioses, accompagnées d'un phosphate, en forme phosphorylée. Donc, ce sera triose phosphate. J'ai quoi? J'ai isoméré, donc ce sera une isomérase. Donc voilà. Et là, j'ai mes glycéraldéhyde 3-phosphate des deux côtés. Donc à partir de maintenant, je vais commencer à écrire ici, mais tout ce qui se passe là va aussi se passer là. C'est la même chose, ce sont les mêmes réactions qui vont se passer deux fois. Donc voilà. Donc ce glycéraldéhyde 3-phosphate, qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, il va se phosphoryler. Mais cette fois-ci, une notion importante, je ne vais pas phosphoryler en détruisant une molécule d'ATP, parce que le but de cette glycolyse au final, ce sera de produire de l'ATP. Donc si à chaque fois je commence à consommer de l'ATP, eh bien au final, je n'aurai rien produit. C'est pour cette raison-là que je vais phosphoryler uniquement grâce à un phosphate inorganique. Le glycéraldéhyde 3-phosphate, il a cette particularité-là de se phosphoryler uniquement grâce à un phosphate inorganique. Il n'a pas besoin de grande énergie, étant donné que c'est une petite molécule, donc il n'a pas besoin de grande énergie qui sera issue de mon ATP pour pouvoir se phosphoryler. Et par conséquent, je vais pouvoir obtenir ma deuxième molécule qui s'appelle... Ah, autre chose importante à partir de ce glycéraldéhyde 3-phosphate, j'ai aussi une réaction de déshydrogénation. Donc j'ai un NAD+, qui va se transformer en un NADH+, il sera réduit. Et donc, j'aurai 2 H+, j'aurai 2 hydrogènes de moins et un phosphate en plus. Donc ça me donne quoi? Ça me donne le 1,3 biphospho
parce que j'ai deux phosphates. Cette fois-ci, je n'ai pas de glycéraldéhyde, j'ai du glycérate, étant donné que j'ai enlevé deux hydrogènes. Biphosphoglycérate. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a phosphorylé, mais on n'a pas utilisé d'ATP. Donc, ce n'est pas une kinase à proprement parler. Mais j'ai déshydrogéné, j'ai enlevé deux hydrogènes. Donc, ce sera appelé quoi? Ce sera appelé le glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase. Et est-ce que ce sera une réaction irréversible ou ce sera une réaction réversible? Ce sera une réaction réversible, étant donné que je n'ai pas détruit de molécules d'ATP. Mais il ne faut pas dire que les réactions irréversibles, ce sont uniquement les réactions où je détruis de l'ATP. On va voir par la suite une réaction qui ne détruit pas de l'ATP, et pourtant elle est irréversible. Donc voilà. Donc l'enzyme, on a dit, elle va s'appeler le glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase. Bon, j'écris de cette manière-là parce que je n'ai pas le temps de tout écrire. Déjà, la vidéo est longue. Je suis déjà arrivé à 16 minutes. Donc voilà. Donc ça, c'est le 1,3-biphosphoglycérate. Là, je vais passer au 3-phosphoglycérate. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé un groupement phosphate. Et enlever un groupement phosphate, vous vous en doutez bien, c'est la production d'une molécule d'ATP. Donc là, j'aurais produit une molécule d'ATP à partir d'un ADP. Voilà. Et là, c'est la première réaction de la glycolyse qui me produit de l'ATP. Donc voilà. L'enzyme qui me catalyse cette réaction, elle s'appelle la phosphoglycérate kinase. Mais vous allez me dire, attendez, pourquoi elle s'appelle comme ça? Eh bien, je vais vous le dire. Parce que cette réaction, c'est une réaction réversible. Et non irréversible. Elle produit de l'ATP, ne le consomme pas. Donc c'est logique qu'elle soit réversible. Donc je peux, à partir de ce 3-phosphoglycérate, aboutir à ce 1,3-biphosphoglycérate. Et par conséquent, j'aurais fait quoi? J'aurais phosphorylé. Et donc c'est logique que dans ma molécule, j'aurai kinase. Donc c'est la même chose. Donc là, j'ai mon enzyme qui s'appelle phosphoglycérate kinase. Voilà. Ensuite, à partir de ce 3-phosphoglycérate, bon, ça c'est une réaction qui n'est pas très importante, j'aurai une déshydratation qui va me donner le 2-phosphoglycérate. C'est une réaction réversible, pas la peine de connaître l'enzyme, c'est juste des détails. À partir de ce 2-phosphoglycérate, je vais aboutir à une molécule qui s'appelle le phosphoénol pyruvate. C'est mon dernier substrat, mon avant-dernier produit de cette glycolyse. Et ce phosphoénol pyruvate, eh bien, c'était... Oups, pardon, excusez-moi, la déshydratation, elle est ici. Parce que là, je passe du 3-phosphoglycérate au 2-phosphoglycérate. Mais ma molécule, je garde un phosphoglycérate. J'ai uniquement changé l'emplacement de mon phosphate. Donc ça aussi, c'est réversible. La même chose ici. La même chose, pas la peine de connaître le nom de l'enzyme. Mais la déshydratation, elle intervient ici et non ici. Parce que, en fait, ma molécule, elle ne change pas. D'ici à ici, j'ai uniquement changé l'emplacement de mon groupement phosphate. Et donc, voilà. Bon, là, j'ai obtenu mon phosphoénol pyruvate. Je dois le transformer en pyruvate. Et voilà. Ce pyruvate-là, c'est le produit final de la glycolyse. Et en passant du phosphoénol pyruvate en pyruvate, j'aurai produit une molécule d'ATP. Donc, voilà, je passe d'un ADP à un ATP. La réaction, elle est irréversible, catalysée par l'enzyme pyruvate kinase. Et voilà. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui se passe ici est le même que ce qui se passe là. Et donc au final, j'aurai produit, regardez, une molécule d'ATP là, la même chose ici, une ici, la même chose ici.
Donc j'ai consommation de 4 molécules d'ATP, mais n'oubliez pas que j'en ai consommé 2. Donc finalement, le bilan final, c'est la production de 2 molécules d'ATP. Mais j'ai aussi produit des NADH+. J'en ai produit ici, mais aussi ici. Et donc, j'aurais produit des 2 NADH H+, qui vont jouer un rôle crucial au niveau de la chaîne respiratoire mitochondriale. Et bien sûr, mes 2 molécules de pyruvate qui bien sûr vont aussi jouer un rôle très important en se transformant en acétylcoenzyme A, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et bien voilà. Maintenant, il faut se rappeler de quelques informations importantes. À chaque fois, je vous disais, cette enzyme-là, elle est réversible, cette réaction-là, elle est catalysée par une enzyme réversible, et celle-là, non. Eh bien, il faut savoir que les enzymes qui catalysent des réactions irréversibles, elles vont être sujettes à régulation. Ça veut dire quoi, sujette à régulation? Ça veut dire, imaginons par exemple que j'ai beaucoup de glucose dans le sang. Donc il faut diminuer le taux de glucose dans le sang. Par conséquent, je dois glycolyser ou alors je vais faire quelque chose afin de pouvoir faire baisser le taux de glucose dans le sang. Donc il y aura des hormones qui vont soit inhiber, soit activer des réactions afin que la concentration de glucose au niveau de mon sang, qui s'appelle d'ailleurs la glycémie, ne soit pas très élevée, ne soit pas très faible. Et donc, comment ça se passe concrètement? Ça se passe grâce à des enzymes qui sont irréversibles et donc ils vont subir une régulation. Donc, ça va se passer au niveau du passage du glucose au glucose 6-phosphate, étant donné que mon enzyme est irréversible, ici, du fructose au fructose 1,6-biphosphate, et ici, du phosphoénolpyruvate au pyruvate. Ces réactions-là sont irréversibles. Imaginons par exemple que j'ai une réaction 1 qui me donne une réaction 2, qui me donne une réaction 3, et cela se passe plusieurs fois, vraiment plusieurs fois, pour arriver à une réaction N. Si je n'arrive pas à passer de 1 à 2, est-ce que je peux continuer? Jamais. Donc si j'arrive à réguler, par exemple, je vais réguler mon enzyme de telle sorte à ce qu'elle inhibe le passage de R1 à R2, je ne peux pas arriver à Rn, parce que je ne peux pas produire R2, et le fait que je n'ai pas R2 ne me permet pas d'avoir R3, etc. C'est pour cette raison-là que la régulation est importante. Par contre, si le passage entre R1 et R2 se fait de manière fluide, donc aussi le passage de R2 et R3 va pouvoir se faire, le passage de R3 à R4 va pouvoir se faire, etc. Donc c'est pour ça que la régulation est importante. Je n'ai pas besoin que toutes les enzymes soient régulées, uniquement certaines. Par exemple, je vais réguler R2, je vais réguler par exemple R4, et je vais réguler Rn. Si je m'arrête par exemple à R4, je ne pourrai pas produire Rn. Et donc, la réaction finale ne pourra pas se faire. Je parle de entre R1 et Rn. Ça ne pourra pas aboutir. Et le fait que ça n'aboutisse pas, c'est ce que je veux, c'est ce que par exemple veut mon organisme dans une certaine situation précise. D'où l'importance de la régulation. Donc il y a 2 types de régulation. Soit la régulation allostérique, on va voir ce que c'est. La régulation allostérique, soit la régulation covalente hormonale, RA ou RCH. Je vais vous expliquer la différence entre les deux tout de suite. Voilà, donc nous revoilà là, oubliez tout ça et juste écoutez-moi. Regardez, bon, là je n'ai pas la possibilité de pointer, donc si là je peux. Non, je pense que je ne peux. Voilà, si je peux. Donc, c'est une bonne chose que je puisse pouvoir. Donc là, j'ai la possibilité de pointer. Donc regardez s'il vous plaît. Voilà. Donc imaginons que ça, c'est une enzyme. La même chose ici. Ça, c'est une enzyme. Et dans mon enzyme, j'ai des parties qui peuvent reconnaître certaines molécules bien précises. Ces molécules, elles ont soit le pouvoir de rendre ma molécule, mon enzyme à l'état relâché, soit de me la rendre à l'état tendu. Certaines molécules ont le pouvoir de rendre telle enzyme à l'état relâché, et certaines molécules ont le pouvoir de rendre telle enzyme à un état tendu. Lorsque mon enzyme est à l'état relâché,
Donc, l'endroit où va venir se fixer le substrat est clair, et net et visible. Donc, l'affinité de l'enzyme vis-à-vis du substrat sera augmentée. Mais lorsque mon enzyme est à l'état tendu, donc même là, les endroits où va venir se fixer le substrat ne sont pas clairs. Et donc, l'affinité vis-à-vis du substrat ne sera pas développée et donc l'enzyme ne pourra pas faire son travail comme il se doit. Et la régulation allostérique, c'est ça. C'est que si mon enzyme est relâchée, donc l'endroit où va venir se fixer le substrat il est bien visible, donc l'enzyme pourra bel et bien se fixer avec le substrat, mais lorsque mon enzyme elle est à l'état tendu, elle est renfermée euh, d'elle-même, donc l'affinité vis-à-vis du substrat ne pourra pas se faire correctement. Donc c'est ça l'idée. Il y a certaines molécules qui activent euh, mon enzyme de telle sorte à ce qu'elle soit relâchée, et d'autres qui vont venir rendre, certaines molécules vont venir rendre mon enzyme à l'état tendu. Donc ça c'est la régulation allostérique. Donc on va revenir au tableau. Donc on revient ici. Donc lorsque je dis régulation allostérique, c'est que j'ai une enzyme et j'ai des molécules. Ils vont soit exercer des effets activateurs par rapport à cette enzyme, c'est-à-dire qu'ils vont l'activer, me la rendre à l'état relâché, les pores seront visibles et donc l'affinité vis-à-vis du substrat pourra se faire. Mais si elle est à l'état tendu, donc l'enzyme sera refermée, l'endroit où se fixe le substrat n'est pas visible et donc l'affinité ne pourra pas avoir lieu, la réaction ne pourra pas avoir lieu. Donc ça, c'est la régulation allostérique. La régulation covalente hormonale, c'est quoi? C'est soit une phosphorylation, soit une déphosphorylation. J'ai deux hormones principales, c'est le glucagon et l'insuline. L'insuline, c'est une hormone hypoglycémiante. Elle fait diminuer la quantité de glucose dans le sang. Le glucagon, c'est une hormone hyperglycémiante. Elle fait augmenter la quantité de glucose dans le sang. Et donc, elle va soit phosphoryler ces enzymes-là, de telle sorte à ce que l'enzyme ne soit plus fonctionnelle, soit elle va déphosphoryler de telle sorte à ce que mon enzyme soit fonctionnelle. C'est ça la régulation covalente hormonale. Covalente parce qu'il y a des phosphorylations et des déphosphorylations, hormonales parce que ça fait intervenir des hormones qui sont l'insuline et le glucagon. Et comme on a dit, les enzymes qui seront sujettes à la régulation, ce sont les enzymes irréversibles. Donc les enzymes irréversibles de la glycolyse, il y en a trois. Non, les enzymes qui catalysent une réaction irréversible. C'est ça le terme qu'il faut utiliser. Donc on a dit la première, c'est quoi? C'est le passage du glucose au glucose 6-phosphate sous l'action de l'enzyme hexokinase. Glucokinase. Glucokinase. Voilà. Et puis, j'ai deux autres enzymes. La deuxième, c'est quoi? C'est la phosphofructokinase 1, PFK1. Donc c'est PFK1. Et puis, dernièrement, j'ai la pyruvate kinase, qui est l'enzyme qui catalyse la dernière réaction de ma glycolyse. Donc, dans la régulation allostérique, j'ai soit des effets activateurs, soit des effets inhibiteurs. Alors, pour ici, en premier, il n'y a pas d'effet activateur. Si mon enzyme est présente, s'il n'y a pas d'inhibiteur, mon enzyme fonctionne. S'il y en a, mon enzyme ne fonctionne pas. Très simple. Par contre, elle aura des inhibiteurs. Et je vous rappelle, la réaction que catalyse cette enzyme, c'est le passage du glucose au glucose 6-phosphate. Si je vous dis que l'inhibiteur de cette réaction, eh bien c'est le glucose 6-phosphate, qu'est-ce que vous allez me dire? Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose d'ailleurs? C'est une bonne chose. Pourquoi? Imaginons que je passe du glucose au glucose 6-phosphate. Donc j'ai assez le glucose 6-phosphate, c'est bon, elle va inhiber la réaction. Lorsque j'ai beaucoup le glucose 6-phosphate, c'est bon, ça inhibe. Donc en fait, c'est une bonne chose que ce soit ainsi. Et c'est le meilleur moyen d'inhiber mon enzyme. C'est que le produit de ma réaction, eh bien, ce soit l'inhibiteur. Et voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est une bonne chose. Donc là, je vais venir retrouver le
le glucose 6-phosphate. La PFK1, elle a des activateurs et elle a des inhibiteurs. Donc les activateurs de la PFK1, ce sera le fructose 2,6 biphosphate. Il faut noter que ce fructose 2,6 biphosphate n'intervient pas dans la glycolyse. On a vu le fructose 1,6 biphosphate. Donc voilà. Et les inhibiteurs, c'est quoi? On va venir en retrouver deux, l'ATP, mais aussi le citrate. Le citrate, on va le voir, c'est un intermédiaire du cycle de Krebs. En fait, on l'a déjà vu par rapport à l'ordre de postage des vidéos. Mais si vous suivez les choses par étapes, vous allez le voir par la suite. Et pour la pyruvate kinase, on aura le fructose 1,6 biphosphate. Et là aussi, j'en aurai deux. Je vais avoir l'ATP et l'acétyl-CoA. Donc l'ATP et l'acétyl-CoA, ils vont avoir des effets qui sont inhibiteurs vis-à-vis de cette enzyme. Donc voilà. Et concernant la régulation covalente hormonale, est-ce que je vais avoir une déphosphorylation ou une phosphorylation? Logiquement, je vais avoir une déphosphorylation. Pourquoi? Parce que qui déphosphoryle, c'est l'insuline. Pour toujours se rappeler de ça, l'astuce, c'est de se rappeler des personnes diabétiques. Les diabétiques, à chaque fois qu'elles mangent, elles font de l'insuline. Et imaginons que j'ai beaucoup de glucose, j'ai mangé, donc il faut liquider ce glucose. Comment je vais pouvoir le liquider? En le transformant en pyruvate, etc., pour arriver à produire de l'énergie. On mange pour produire de l'énergie. Donc voilà. Ça, c'est la manière la plus simple de comprendre. Et on aura terminé notre glycolyse. On aura fait 31 minutes. J'espère que ça vous aura plu. Et dans les QCM, vous allez voir, c'est surtout des questions comme ça. Quelles sont les enzymes qui catalysent une réaction irréversible? Donc on a dit, il y en a 3. L'exokinase, glucokinase, la PFK1, la pyruvate kinase. Quelles sont les enzymes qui catalysent une réaction où il y a production d'ATP? Il y en a 2. On va venir retrouver la pyruvate kinase et on va venir retrouver celle-là, la phosphoglycérate kinase, qui va me transformer le 1,3-biphosphoglycérate en 3-phosphoglycérate. Si on nous dit par exemple quelles sont les réactions, je sais pas, par exemple, où il y a une phosphorylation. Donc il faut dire les réactions de phosphorylation, c'est-à-dire les deux premières. Là, le passage du glucose au glucose 6-phosphate par hexokinase glucokinase, puis la PFK1, mais il ne faut surtout pas oublier celle-là, le passage du glycéraldéhyde 3-phosphate en 1,3-biphosphoglycérate, parce que donc l'enzyme, je l'ai donné. Voilà, c'est le glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase. Pourquoi? Parce que j'ai bien phosphorylé, parce que je passe du glycéraldéhyde 3-phosphate au 1,3-biphosphoglycérate. Donc voilà. Je pense avoir tout dit. Ah, il y a eu aussi une information importante. C'est une proposition qu'on va venir retrouver. À part le premier substrat et le dernier produit, tous les intermédiaires du cycle de Krebs sont sous forme phosphorylée. On va voir. Donc, du glucose au glucose 6-phosphate. Il est phosphorylé. Fructose 6-phosphate. Fructose 1,6-biphosphate. Donc, il y a toujours l'intermédiaire qui est phosphorylé. Glycéraldéhyde 3-phosphate. 1,3-biphospho. Quoi d'autre? 3 phosphoglycérates. 2 phosphoglycérates. Phosphoénolpyruvate. Ou ce qui se passe ici, se passe ici. Le dihydroxyacétone-phosphate. Donc, à chaque fois, j'ai mon intermédiaire qui est phosphorylé. Donc, c'est une proposition qui est vraie. Donc, je vous remercie. Voilà. Je vous dis au revoir.